Madame, Monsieur, bonjour. Depuis l'avènement du régime de la rupture et de la mise en œuvre de ces nouvelles réformes, le flux monétaire est réduit, occasionnant ainsi une morosité économique dans le pays. On en parle dans cette édition matinale. L'usage du téléphone au volant ou au guidon est un comportement qui engendre de nombreux accidents. Il est d'ailleurs interdit dans le code de la route et est sanctionné. Il est à Foucault, également fera cas de ceci. Et puis, on revient sur les qualifications pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce mardi, l'AS Roma et FC Séville ont validé leur ticket. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Depuis l'avènement du régime de la rupture et la mise en œuvre de ces réformes, le flux monétaire est réduit, occasionnant ainsi une morosité économique dans le pays. La rédaction de ETélé a fait un tour aux côtés des artisans et voici la moisson. Depuis le 6 avril 2016, le régime de la rupture insuffle une nouvelle dynamique de gouvernance des affaires au Bénin. Les réformes entreprises par le président Patrice Talon bousculent les habitudes et réduiraient le volume du flux monétaire. Cette perception de nombre des Béninois est partagée par quelques artisans de Parakou. Il y a eu complètement de changements. Depuis qu'il y a la rupture là, nous ne trouvons plus de travail comme ça. Avant, il y a de travail, mais maintenant, les gens ont le travail, mais c'est à cause de l'argent, ils ne peuvent pas commander. Il y a même des gens qui amènent le travail et ils ne peuvent pas trouver d'avance pour donner. Il y a des gens qui ont le travail, ils viennent demander l'argent, ils disent qu'ils vont faire le programme, mais ils n'arrivent plus à commander. Donc, il y a beaucoup de changements. Les choses ont beaucoup changé. Ce n'est plus comme avant. Avant, les marchés coulaient, mais le temps que nous traversons maintenant, tout est bloqué. Quand les clients viennent, tantôt il n'y a pas l'argent, tantôt tu vas travailler à crédit. Et après, c'est difficilement à rembourser. Le train de vie a donc changé et l'on ne peut que se contenter du minimum disponible. Le peu qui vient là, on gère avec. Un peu qui sort de gauche à droite là. On se débrouille avec ça pour gérer la famille. Un réajustement du coût des prestations s'avère alors nécessaire pour maintenir davantage la clientèle. Donc, tout ce que je peux dire à mes clients, c'est d'avoir le courage de venir vers nous les artisans et que nous-mêmes nous savons que ça ne va pas. Donc, par exemple pour moi qui suis ici là, les travaux sur lesquels j'insiste à gagner 5 000 là, maintenant à cause de la rupture, même si je trouve 2 000, j'accepte. Seulement que le client soit satisfait. Donc, de deux, je ne peux pas dire il y a la rupture et je vais faire de n'importe quoi, ça là, moi je n'aime pas. Mais au niveau de mon bénéfice, j'essaie de gérer avec le client. Si je trouve un tout petit peu, j'essaie de faire. L'actualité au Bénin, c'est aussi la partie méridionale de notre pays. Retrouvons maintenant Emmanuel Odilon-Koukoubo qui nous renseigne. Emmanuel, bonjour. Économique et sociale continue de prendre des initiatives pour le dégel de la crise sociale qui secoue actuellement notre pays. L'institution a abrité mardi dans l'après-midi une rencontre entre religieux et syndicalistes. Les leaders religieux ont, ensemble avec les conseillers du CES, écouté les responsables des confédérations et centrales syndicales. C'est le début d'une négociation dont le point est ici présenté par Latifou Boni et Mesme Aguessi. Tension sociale, le Bénin est passé du doute, l'incertitude à la peur, une situation qui pousse le Conseil économique et social à s'activer. Ce mardi, cela fait la 3e rencontre que l'institution d'Augustin Guian organise. Le CES met face aux syndicalistes, les religieux. Les dignes représentants de l'autorité morale de notre pays. Dans les situations les plus difficiles, vous êtes les acteurs auxquels les populations ont recours parce que vous leur inspirez confiance. Et le rôle du Conseil économique et social est bien évidemment de faire en sorte que la paix, la stabilité et la cohésion sociale soient de mise pour que les efforts au plan économique puissent porter leurs
fruits. La séance a démarré avec ce discours préliminaire, propos introducteurs du président du CES avant que la séance ne bascule dans le huis clos. Plusieurs dizaines de minutes loin des caméras, on s'imagine que la séance va obliger les syndicalistes à baisser la garde face au gouvernement. Non, il n'y a pas eu de détails dans les échanges. On nous a écoutés, nous avons parlé. Donc ils ont pris l'engagement d'aller rencontrer le gouvernement et de l'écouter. Et après cela, on se retrouve faire la tête et ils vont faire les recommandations. Il s'agit d'une médiation qui est le rôle d'ailleurs du Conseil économique et social. Il faut forcément voir la seconde partie. Cela va se faire par la grâce de Dieu. Et notre souhait est que le pays reprenne et que chacun retrouve les voies et le chemin du travail pour que l'économie renaisse. Que nous allons rester dans les prières et que, compte tenu des intentions, le souci de nos enfants, que l'année ne soit pas blanchie. Nous avons écouté les syndicalistes et nous sommes en train de nous proposer d'écouter aussi le gouvernement et que ça soit une entente parfaite. Et notre souhait, c'est de faire en sorte que l'année ne soit jamais blanche parce que les parents ont assez de difficultés pour payer les school fees aux enfants. Les syndicalistes étaient face à Dieu en cette fin de soirée, une initiative du CES pour préparer la réussite des séances de négociation à venir. Séance prévue entre gouvernement et syndicalistes. Et toujours dans le cadre de la recherche de solutions à la crise sociale, il faut dire que les responsables des confédérations et centrales syndicales sont retournés à la table des négociations avec le gouvernement à l'Infosec mardi. Les travaux se sont déroulés à huis clos. Principal point à l'ordre du jour, le statut particulier des enseignants. Les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Reportage Émeric Okoupeli, Lazare Ronza. Ils ont tous répondu présents à cette invitation du gouvernement à la négociation de ce jour. L'ultime rencontre après celle déshonorée par les secrétaires généraux des centrales des confédérations syndicales le 8 mars dernier. Il est 11h05 quand les ministres font leur entrée ici dans la grande salle de l'Infosec. Pas de mot d'introduction du ministre d'État. La presse est priée de se retirer et les travaux se sont poursuivis. 15 minutes après, le secrétaire général de la CSTB claque la porte. La CSTB a demandé à savoir ce qui se passe de la défalcation. Qu'est-ce que le gouvernement dit? Nous ne pouvons pas rester dans la salle pour être victimes de la duperie. Donc le mouvement se poursuit, le combat se poursuit. Si et il faut intensifier. La CSTB retourne à la table? Oui. Mais c'est clair. Mais malgré son retrait de la salle, les travaux vont se poursuivre pour connaître une suspension 2 heures après. Une suspension qui a permis des concertations entre membres du gouvernement et syndicats. Une reprise des travaux qui permettra au gouvernement de faire le point sur les différents arrêtés en ce qui concerne le statut particulier des enseignants. Nous avons fait des propositions pour que, parce que les statuts particuliers doivent valoriser la fonction enseignante. Donc, nous avons échangé à ce niveau. Et bon, le gouvernement a fait des propositions. Nous avons dit, nous irons rendre compte à la base. La rencontre de ce jour a permis des avancées significatives dans le dialogue social. Les partenaires sociaux, en notant les progrès ainsi accomplis, ont promis de faire un compte rendu à leur base et de nous revenir. Sur le sujet, je ne doute pas qu'un terrain d'entente pourra être trouvé car les responsables syndicats ont pu constater la bonne foi et la flexibilité du gouvernement. Le gouvernement, par la voix du ministre d'État, a pour finir invité les travailleurs de tous les secteurs à reprendre le chemin de leur boulot. Au vu des résultats de ce jour, au nom du président de la République, le président Patrice Talon et de l'ensemble du gouvernement, j'appelle avec la solennité requise les enseignants, les fonctionnaires du ministère de la Santé et les autres fonctionnaires de l'administration béninoise à reprendre le travail dans l'intérêt général de la nation. Je réaffirme ici l'engagement du gouvernement à poursuivre le dialogue et à œuvrer pour une sortie de crise dans l'intérêt de tous.
Le verdict du procès des accusés dans l'affaire des faux médicaments est tombé dans la matinée de mardi au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Des peines d'emprisonnement ferme et de lourdes amendes ont été infligées aux pharmaciens grossistes, répartiteurs et autres détaillants. Nous sommes rapprochés de 2 responsables des associations de consommateurs pour recueillir leur appréciation. Romain Abilé-Ouéou, président de la Ligue de la défense pour la défense du consommateur au Bénin, et Robin Franck Akrombessi, président de l'association La Voix des consommateurs, s'expriment au micro de Émeric Okupeli et de Charbel Kiki. Aujourd'hui, les produits pharmaceutiques qui existent dans les officines ne sont pas fiables. Et il y a des statistiques de l'OMS qui précisent bien que à peine 30% des produits pharmaceutiques vendus dans nos pays africains sont fiables. C'est des contenus que nous ne maîtrisons pas et donc vous croyez vous faire soigner, mais soit il n'y a aucun principe actif, soit c'est mal conservé, soit c'est des principes actifs sous-dosés ou surdosés, ou bien carrément que c'est des produits qui ne répondent en rien du tout à un traitement médicamenteux. Nous, on a fait une campagne sur ça en 2012. L'industrie pharmaceutique ne dit jamais la vérité aux consommateurs, première chose. Donc, ceux qui fabriquent les médicaments ne disent pas la vérité aux consommateurs. Les pharmacies sont des espaces de vente des produits pharmaceutiques. On ne peut pas empêcher, on ne peut pas interdire le commerce des produits pharmaceutiques dans les pharmacies. Mais on doit veiller sur la qualité de ces produits-là qui sont vendus dans nos pharmacies. Nous pouvons féliciter dans un premier temps le gouvernement pour avoir pensé à mener des actions fortes, parce que ça fait plus d'une décennie pratiquement que nous nous battions pour faire exuter de notre pays cette pègre, cette mafia des faux médicaments. Nous étions avec un certain ordre des pharmaciens, avec le docteur Adeba aussi. Mais vous savez, ça a été une grande surprise pour nous de constater que le docteur Adeba aussi, par exemple, a été mis en bagne comme les autres grossistes. Les avocats de cet ordre vont pouvoir apporter les preuves que quelqu'un qui a passé tout son temps à dénoncer les faux médicaments, à le faire au vu aussi de tout le monde, ne puisse pas s'impliquer dans une pareille affaire. Le dossier des faux médicaments défrayait la chronique depuis un moment. Nous étions tous inquiets en tant que consommateurs parce que un médicament, lorsqu'il est fabriqué, il est de bonne qualité, il est d'abord dangereux. Malheureusement, puisque nous sommes essentiellement soumis à ces pharmacies d'officine, nous serons bien contraints de continuer de consommer ces produits. On doit s'assurer que les normes de fabrication sont respectées, parce que les pharmaciens ne sont pas tous des fabricants de médicaments, encore qu'on n'a que des vendeurs de médicaments au Bénin. Je pense que les bons réflexes que nous devions avoir aujourd'hui, c'est de commencer par cataloguer tous les produits que nous consommons et de noter soigneusement, de garder les factures soigneusement. Ça nous permettra en cas de difficulté de pouvoir retracer ces pharmacies-là et les laboratoires d'un. Deuxièmement, nous estimons que les coûts auxquels ces produits nous sont vendus depuis un certain temps sont entrés un peu dans une logique de surenchère et d'arnaque. Moi, en tant que défenseur des consommateurs, je voudrais demander aux consommateurs, pour vivre en bonne santé et vivre longtemps, de mieux s'alimenter. Tout part de là. Il faut simplement prévenir les cas de maladie en s'alimentant correctement. Et d'investir moins les ressources, les maigres ressources que nous avons dans l'achat des médicaments pharmaceutiques, parce que, quelle que soit leur qualité, ils comportent des effets secondaires. Mais quand vous vous alimentez bien, vous préservez un peu de l'utilisation abusive ou de l'utilisation massive des produits pharmaceutiques. Laissons maintenant les responsables pour écouter le consommateur lambda dans la rue de Cotonou. La Vox Populi porte la voix ou la signature de Karina Deni et de Charbel Kiki. J'applaudis ma justice. Le Bénin a une justice crédible.
Et il faut applaudir. Ils ont puni ceux-là. Vous allez me dire que pourquoi on a donné 6 mois l'expatrié et on a puni les autres 4 ans. Quand ton enfant fait quelque chose à la maison et avec les voisins, et que toi tu viens, les gens viennent dire, ton enfant accompagne les voisins, tout et tout, ils ont fait ci. Qui tu vas punir plus? Il faut punir ton enfant. Et quand tu punis l'enfant sévèrement, il ne va plus le faire. Je suis un peu en regret parce que avec l'étranger, le soi-disant blanc, qui fait partie des accusés, on lui donne 18 mois. Quant au nôtre, 4 ans, je ne suis pas d'accord. C'est eux-mêmes qui ont cherché. Hein. Ils devraient s'unir et suivre la déclaration du blanc. Puisque le blanc, c'est lui qui fournit les médicaments à Tao. Mais quand le blanc a parlé, au lieu que ces grossistes-là, au lieu d'être unanimes, ils ont voulu plonger à Tao. Mais ça les a rattrapés. C'est ça. Entre eux, ils se nuisent. De façon générale, on a toujours cru que c'est les bonnes dames, les pauvres, qui sont à la base des faux médicaments. C'est triste qu'aujourd'hui les preuves sont établies et que c'est eux qui sont pleins quand même dans les faux médicaments. Beaucoup sont morts dans l'ombre. Et ça là, c'est une justice humaine. Il y a aussi la justice divine qui les attend. La sanction devait être quand même plus lourde pour quand même donner plus d'exemples pour ceux qui s'entêteraient encore dans ce domaine. Parce que imaginez que 4 ans ou bien 100 millions, pour ces gens-là, ils ont quand même récolté des milliards dans ce domaine. Dans toutes ces décisions, on ne voit aucune trace contre Atao. Et que ce sont ces collaborateurs qui ont écopé 6 mois. C'est extrêmement grave pour notre République. Parce que les gens sont en train de nous suivre. Les gens sont en train de nous suivre depuis l'extérieur. Et tout ça là nous empêche d'avoir de crédit envers les institutions internationales. Le temps est en train de donner raison à ceux-là qui disent que ce western des policiers, des gendarmes qu'on avait assisté à Mindobo dans le temps n'est que politique. Normalement, avant d'entreprendre cette lutte, l'État devrait encourager nos guérisseurs traditionnels, c'est-à-dire les soins par la nature. Ce que la Chine a fait, et aujourd'hui, nous avons une société Tiens qui fabrique des alignements et qui sont très utiles pour les soins. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, parce que c'est la question que tout citoyen, qu'on soit béninois ou pas, eh bien, devrait se poser aujourd'hui. Est-ce que les médicaments que nous payons aujourd'hui, là, à l'heure où nous parlons là, est-ce que ces médicaments sont de bons médicaments? Tout le monde est réticent pour aller à la pharmacie. Je doute fort. Est-ce que tous ces produits-là ne sont pas de faux médicaments? C'est une question que je me pose. Ou alors, que le gouvernement vienne nous dire quelle est cette pharmacie ou bien quelles sont les pharmacies qui sont en règle. Parce que ça ne nous met pas en sécurité. Le gouvernement n'a qu'à aller au bout, la justice n'a qu'à aller au bout. Et qu'on finisse avec ce problème. Merci de nous suivre. Le journal se poursuit avec Hippolyte à Parakou. Merci à vous, Emmanuel Odilon Kokobo. Ce journal se poursuit vraiment avec l'usage du téléphone portable au volant ou au guidon, qui est un fait fréquent dans la circulation et qui ne favorise pas les usagers de la route. De nombreux cas d'accidents enregistrés sur nos axes routiers sont souvent causés par la négligence des conducteurs. Il est à Foucault, chef antenne CNSS Zone Nord, nous en parle. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Celui qui, en conduisant, peut en même temps lire les messages sur son portable ou répondre à un appel ou autre chose, celui-là s'amuse avec sa vie. Et lorsqu'il s'engage à s'amuser avec sa vie, c'est comme si il n'a pas compris ce don que Dieu lui a fait. Quand vous ne connaissez pas sa valeur, cela vous file entre les doigts, cela vous échappe, vous perdez ce que vous avez reçu. Donc, ça c'est le plus grand danger. Les autres, c'est les autres conséquences de l'accident. Parce que c'est évident que celui qui s'habitue à ce jeu va faire un accident.
un accident de la voie publique, il va causer des dégâts matériels à son matériel qu'il utilise pour se déplacer, ce qui va lui demander beaucoup de sous, beaucoup d'argent pour réparer. Troisième aspect, les dégâts corporels. Vous allez souffrir de la douleur. Vous allez faire souffrir votre corps. Je ne sais pas si quelque chose peut se compenser à ce niveau-là. Le peu de plaisir que vous voulez tirer de votre petite communication va se solder par des douleurs que vous allez traîner pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Pourquoi pas pendant des années? Et pourquoi pas toute votre vie? Si vous devenez estropié, si vous devenez handicapé par ce simple fait que vous avez négligé le danger qui est dans l'acte que vous posez, le danger d'oublier la route et vous donnez votre esprit au portable. Les yeux deviennent aveugles lorsque l'esprit dirige autre chose dans la circulation. Vous devez être attentif, vous devez être attentionné sur toute la chaussée et les abords de la chaussée. Et formellement interdit de penser à votre portable. On ne doit pas utiliser le portable pendant qu'on est au volant. On ne doit pas utiliser le portable pendant qu'on est au guidon. C'est interdit. C'est formellement interdit. Et la sanction, c'est 20 000 francs quand vous êtes au volant, 15 000 francs quand vous êtes au guidon. Voilà les sanctions qui sont prévues pour l'instant par rapport à ceux qui s'amusent avec leur vie. Parlons sport avant de refermer cette édition. 2 autres clubs se sont ajoutés à la liste des qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions 2018. La Roma et Séville ont validé leur ticket ce mardi. Retour sur les matchs avec Dieudonné Babatunde. Manchester United doit coûte que coûte gagner pour pouvoir continuer dans la compétition. Et pour gagner, il faut marquer des buts. Mourinho le sait et ses joueurs aussi. Dans un système de 4-2-3-1 avec Lukaku seul en pointe et Alexis Sanchez en soutien, le Mou espère venir à bout de la redoutable équipe espagnole. Le double vainqueur de la C2 ne compte pas non plus se comporter en victime expiatoire. Pour contrer le système mis en place par les Anglais, Vincenzo Montella propose aussi un 4-2-3-1 avec Muriel seul à la pointe de l'attaque. Au vu de la composition des deux équipes, on pouvait facilement deviner que ce match sera forcément tactique. Manchester United ne tarde pas à manifester son envie de gagner le match. Dès les premières minutes, Lukaku combine bien avec un de ses partenaires qui lui remise le ballon dans les 26 mètres. Mais l'attaquant belge d'Erwed ne cadre pas sa frappe. Lukaku à la 28e minute manque encore l'ouverture du score. United se fait plus insistant dans la défense de Séville. Les Sévillans ne fléchissent pas, ils tiennent bon, contiennent les assauts des Mancuniens et se contentent de bien ressortir les ballons. 0-0 à la mi-temps, les 22 acteurs quittent la pelouse d'Old Trafford. Avec ce score, aucune des deux équipes n'est encore qualifiée. En deuxième mi-temps, la partie semble s'équilibrer. À l'heure de jeu, le match s'emballe et les deux équipes se rendent coup sur coup les occasions de but. Entrée en jeu à la 72e minute, Wissam Ben Yedder ajuste De Gea 2 minutes plus tard. There's the goal. The Sevilla have been threatening, and with only about his third touch of the ball, Wissam Ben Yedder has put Manchester United in deep trouble. We spoke about his goal-scoring record in Europe this year, and his movement's good. Another sloppy ball pounced upon by Sevilla. Matic not strong enough. Banega one touch forward. Sarabia turns acres of space. But look at this touch from Ben Yedder. 1-0, plus de prolongation. Mourinho doit désormais gagner dans le jeu et cela s'annonce très compliqué quand on voit la façon de jouer de Séville. 78e minute, Ben Yedder, trop cruel ce soir, porte l'estocade. Did that go over the line? It looked like it. It looked like it. It is in. 2-0. Manchester United are dead. Surely they left Correa in acres of space for some
reason, and it's scrambled over the line. Coaching payant pour Montella. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire. Manchester United est mené 2-0 et doit donc marquer 3 fois. 5 minutes après l'aggravation du score, Lukaku redonne un semblant d'espoir aux Mancuniens. 2-1, la fin de match s'annonce palpitante. Manchester United insiste mais sans réussir à changer le score. Ben Yedder passe même à un doigt de s'offrir un triplé dans les dernières minutes du temps additionnel. À lui tout seul, il a réussi à trouver la faille dans une défense restée hermétique pendant 75 minutes. Il lui a fallu seulement 4 minutes pour faire basculer le jeu et qualifier Séville en quart de finale de la C1. Une chose qui n'était pas arrivée depuis 60 ans. Wissam Ben Yedder, le héros de Séville. Dans la seconde rencontre qui oppose les Italiens de la Roma aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, ce sont les Italiens qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu en faisant un service minimum suffisant pour les propulser en quart de finale de la Ligue des Champions 2018. Avec un jeu en 4-3-3 formé de 3 attaquants, Perotti, Under et Edin Dzeko, les Romains à domicile voulaient se qualifier. Il a fallu attendre la 52e minute pour voir l'attaquant Edin Dzeko marquer pour la Roma et délivrer les 72 698 supporters du stade olympique de Rome. Well, Di Francesco called for the fans tonight. Friends, Romans, countrymen, bring me your noise and just listen to it now. Séville et la Roma sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. C'est fini pour le 7h de ce jeudi 15 mars 2018. Bonne journée de travail à chacun et à tous.